il y a joie seul qui appuie sur le bouton et qui veut la dopamine. En fait, joie, dans vice versa, c'est une toxico qui veut à tout prix que le cerveau ait de la dopamine. Ce tympan va vibrer, va déclencher des images neuronales dans le cerveau qui vont elles-mêmes provoquer des émotions, tout simplement. Il faut de la joie dans le monde si vous voulez réfléchir, penser avec l'intégralité de vos capacités humaines. Salut tout le monde et bienvenue dans La musique et le reste, émission numéro 4. On est super heureux de vous retrouver et vous proposer toujours plus de contenu. Je suis accompagnée, comme toujours, par l'homme sans qui cette émission ne pourrait se faire, Samuel Sené. Salut Samuel. Bonjour Julie. Alors Samuel, je vais toujours replacer un petit peu ce que tu fais pour nos nouveaux auditeurs et spectateurs parce que l'émission est diffusée sur YouTube, mais on nous retrouve aussi en podcast sur toutes les plateformes. Donc tu es un des producteurs musicaux du parc Disneyland Paris, tu es chef d'orchestre, compositeur, metteur en scène et tu es passionné de neurosciences également. Et ça va être important pour notre épisode d'aujourd'hui parce que tu es capable bien de nous expliquer comment la musique agit sur notre cerveau et nous provoque des émotions. Et on va peut-être commencer par définir, comme toujours, ce qu'est une émotion. Waouh, gros challenge, définir une émotion. Alors là, pour le coup, il faut aller chercher dans les écrits des grands neuroscientifiques. Et par exemple, Arthur Koestler a écrit en 1964 tout un ouvrage pour définir les émotions principales, partant du principe qu'il y a des émotions principales et des émotions secondaires qui seraient les sommes, les mélanges, des pondérations de ces émotions principales. En fait, le mieux, c'est encore de regarder vice-versa, le dessin animé Pixar. Oui, parce qu'on les a toutes. Parce qu'on a... Alors, il y en a 5 sur les 6 émotions principales. C'est comme les 7 nains, on en oublie souvent un. Donc, c'est joie, colère, tristesse, peur, dégoût. Ça, c'est les 5 de vice-versa. Et la plupart des scientifiques s'accordent pour dire que la surprise fait partie des émotions principales. Si vous voulez lire L'Art invisible, qui est une méta-BD de Scott McCloud, il s'amuse à dessiner les faciès des émotions principales, à faire les sommes des faciès des émotions principales par les émotions secondaires, et même des triples sommes pour pouvoir définir toutes les émotions que l'on peut reconnaître en dessin. C'est absolument passionnant. Bref, ces émotions-là sont en fait des compréhensions par le cerveau d'états physiques. Très important, ce que je dis là. Ce n'est pas d'abord le cerveau analyse une situation et ressent une émotion, puis va déclencher une réaction. D'accord. Non, il y a d'abord une réaction physique liée aux circonstances ou à l'environnement. Par exemple, un déclenchement de dopamine ou d'adrénaline, ou bien un essoufflement, ou bien une montée du système sanguin, et que cette réaction physique est interprétée ensuite par le cerveau comme étant une émotion. Et là arrive le sentiment. Le sentiment, c'est la durée que l'on donne à l'émotion. Donc en fait, pour définir la joie, c'est d'abord le corps, c'est très important, le corps qui est en joie, qui déclenche de la dopamine. Le cerveau reçoit cette dopamine, ressent la joie parce qu'il a du plaisir dans la réception de cette dopamine. Ou bien l'ocytocine pour l'attachement, l'adrénaline pour la peur, la sérotonine pour le bien-être général, etc. Ça va être vraiment le corps qui donne l'intention et le cerveau qui fait « Ok, quelque chose m'arrive, voilà l'émotion que je ressens ». Dans toutes ces émotions, il y en a une qui est principale, c'est la joie. C'est exactement ce que montre le dessin animé vice-versa. D'ailleurs, l'équipe de scénaristes a travaillé en accord avec Paul Ekman, qui est neurologue, neuroscientifique, et qui les a aidés à dire oui, en effet, à la naissance, il y a joie seule qui appuie sur le bouton et qui veut la dopamine. En fait, joie, dans vice-versa, c'est une toxico qui veut à tout prix que le cerveau ait de la dopamine. Et on est tous, dans notre condition d'être humain, addicts à la dopamine. On veut ça à tout prix, c'est ce qui nous procure de la joie. C'est ce qui se passe quand on reçoit un texto avec une notification, ou bien quand on like sur les réseaux sociaux une image ou une publication, likez la vidéo et ça me procurera de la joie et j'aurai ma petite dose quotidienne. Et alors pour revenir à l'art, et justement, comment l'art peut nous procurer cette dose de dopamine quand on est face à un tableau et voilà, il nous procure un sentiment de bien-être, ou il nous rend joyeux. On peut même sourire, même physiquement, face à un tableau. L'œuvre d'art vient être
comme on l'avait dit dans une vidéo précédente, un miroir de la société ou une description de la société ou bien, oui, une description du monde. Donc là, il va y avoir de la pure esthétique ou bien un message plus engagé. Quand on est dans l'endroit de l'art engagé ou de l'art provocateur ou de l'art intellectuel, le rapport à l'émotion est un peu moins évident, a priori. Allons d'abord vers l'œuvre esthétique, architecturale. Eh bien, en fait, notre cerveau... Esthétique dans le sens beau. Dans le sens... Question piège. Il en faut bien quelques-unes. Question piège. L'esthétique est un sujet philosophique. Ouais. Kant a fait tout un livre dessus, bien évidemment. L'esthétique, c'est pas que le beau, justement. L'esthétique, c'est aussi l'ordre. Si on cite Aristote, l'art est censé faire du beau, du juste et du bon. Et l'esthétique va aussi inclure les rapports sociaux, va aussi inclure le contexte culturel. Donc c'est bien plus complexe que ça. Maintenant, face à une œuvre, notre cerveau va recevoir une information visuelle pour un art pictural, auditive pour de la musique, et voir des relations, des rapports, va voir quelque chose de satisfaisant. Et c'est cette organisation sensorielle qui vient déclencher cette réaction physique, soit de dopamine pour avoir de la joie parce qu'il y a quelque chose en effet de beau qui nous met en joie, mais là ça va être personnel, quelqu'un va pouvoir sourire face à un tableau et l'autre pas, ou bien au contraire nous procurer du dégoût ou nous donner de la colère. Parce que là encore, il n'y a pas que de la joie dans l'œuvre d'art. Il y a une réaction émotionnelle qui vient par rapport à ce que le cerveau projette. Et toute l'architecture neuronale va se modifier en fonction de ce qu'on voit, de la sensorialité. C'est quelque chose de magique qui est finalement assez peu étudié. Depuis des siècles, on connaît le rapport émotionnel des histoires, du théâtre. C'est la catharsis, on en reparlera certainement, si tu veux, dans un autre épisode. Là, si on regarde les émotions provoquées par une œuvre d'art, c'est l'architecture, l'assemblement, la satisfaction de voir quelque chose qui vient en miroir créer une architecture neuronale et nous faire ressentir quelque chose. Ces travaux-là, c'est Olivier Sacks qui en a fait énormément. Alors, il a écrit L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Moi, je conseille ce livre-là pour d'abord expliquer toutes les maladies psychiatriques. C'est absolument passionnant. Il y a un autre livre qui en parle aussi, c'est L'erreur de Descartes, de Damasio, qui vient expliquer justement que ce sont des organisations spatiales et physiques qui, une fois qu'elles sont analysées dans notre cortex préfrontal, donc là où il y a le siège de la pensée, c'est leur analyse qui va donner la définition d'une émotion. Je vais même aller encore plus loin. S'il n'y a pas suffisamment de joie dans notre vie, notre cortex préfrontal ne s'allume pas assez pour être actif. Ça, c'est Damasio qui en parle très très bien. Il faut de la joie dans le monde si vous voulez réfléchir, penser avec l'intégralité de vos capacités humaines. Alors, pour venir au tableau, on a donc le sens qui est mis en action, c'est la vue. Voilà. Donc, ce qu'on va voir sur ce tableau va, avec des projections, tu nous dis, du cerveau, nous procurer de la joie, du dégoût, etc. Alors, dans la musique, comment ça va se passer? Parce que c'est pas du concret, on n'a pas quelque chose devant nous, ça va être des sons. Comment ça se passe? Comment on ressent? Ce qui rend la musique, en effet, différente des autres formes d'art, c'est son abstraction, je devrais dire plutôt son immatérialité. L'œuvre musicale n'est pas dépendante d'un tableau dans la matière, c'est une onde sonore, c'est une vibration de l'air qui arrive de l'instrument à l'oreille, et c'est juste parce que le tympan vibre dans l'oreille qu'il se passe quelque chose. Alors, je vais te montrer. On en avait parlé dans le premier épisode, quand on avait abordé les accords magiques. En fait, cet intervalle-là, il est mathématiquement complètement rationnel et logique, et le cerveau, il fait « Ok, c'est bon, je comprends ce qui se passe ». Là, en l'occurrence, c'est tellement des chiffres rationnels, x2, x3, x4. Le cerveau, il fait « Ok, très bien », il est presque neutre, mais il est content de comprendre. Si on avance dans les harmoniques, et
que je rajoute une tierce, là on va avoir un sentiment, alors de joie, c'est peut-être excessif, de paix, de bien-être, en tout cas, on n'est pas dérangé, on accepte cet accord. Là encore, je le redis, le tympan va vibrer dans différentes fréquences, le cerveau est capable d'analyser cet accord, il est satisfait. On ne sait pas exactement le mécanisme qui se passe, Olivier Sacks en parle dans beaucoup de livres, on n'est pas complètement aujourd'hui au fait de ça, on le remarque par contre. Si on va à un autre accord et qu'on prend une harmonique différente au niveau de la tierce, là on va avoir une tristesse. C'est-à-dire que l'image neuronale est triste. Attention, cela dépend de la manière dont c'est joué. Si on prend la 41e de Mozart, je peux la jouer très triste. Je peux la jouer beaucoup plus joyeuse, malgré le fait que c'est un accord mineur, etc. Et puis, on va avoir des accords qui, pour le coup, ne sont pas compris par le cerveau, ne sont pas logiques. Et là, ça fait du dégoût. Ça fait du dégoût parce qu'on ne le comprend pas. On appelle ça un agrégat ou un cluster. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque intervalle va être analysé par rapport à son contexte harmonique. Par exemple, ça, c'est moche. C'est pas beau. C'est un intervalle qui frotte. On n'est pas bien. Et pourtant, je rajoute une note. Et d'un seul coup, on fait c'est joli. Pourquoi ? Parce qu'on le comprend. On le comprend parce que chacune des notes a envie d'aller quelque part. On induit un mouvement, et induire un mouvement, c'est créer une suspension. Et j'ai le choix de décevoir, ou j'ai le choix de satisfaire. Ce tympan va vibrer, va déclencher des images neuronales dans le cerveau qui vont elles-mêmes provoquer des émotions, tout simplement. Mais ces images projetées, ces sensations qu'on ressent avec ces ondes qui viennent taper notre tympan, il faut quand même qu'on se raccroche à une base. Nous, en tant qu'Européens, par exemple, on sait qu'on n'a pas forcément les mêmes harmoniques, les mêmes couleurs dans la musique qui vont nous rendre joyeux. Et en Asie, ça sera autre chose, et en Afrique, ça sera encore autre chose. Alors, comment on explique tout ça ? Alors, tu as raison, l'importance de l'environnement socio-culturel est fondamentale. Notre cerveau va aussi comparer ce qu'il reçoit avec tout ce qui compose son bagage de mémoire et de ressentis passés. Donc, l'ensemble de notre culture, de ce qu'on a vécu, va venir en réaction avec ce qu'on reçoit en sensorialité à un moment précis. Donc, évidemment, si on a écouté du Boulez pendant 10 ans et qu'on le connaît très bien, notre cerveau est capable de le comprendre. Ça, c'est pour la musique contemporaine. Mais si on n'a jamais mis les pieds en Inde ou entendu de la musique traditionnelle indienne, on ne va pas comprendre les quarts de ton. Si, au contraire, on est habitué à ça et on a eu cette expérience, d'un seul coup, le cerveau va se brancher sur le bon canal. C'est vraiment comme une forme de décodeur. Donc, l'importance du bagage culturel est extrêmement important et vient tout pondérer. Tu peux avoir un coup de cœur, tu arrives en Inde, tu découvres leur musique et là tu peux avoir une claque en disant « mon Dieu que c'est beau ». Et pourtant tu n'as pas eu cette culture, tu n'as pas encaissé toute cette culture-là. Tu as évidemment raison, je dirais même, pour abonder dans ton sens, qu'il va se passer quelque chose au contact d'une nouvelle culture. Moi je l'ai eu par exemple quand je suis allé travailler au Brésil. Je connaissais la bossa nova, je connaissais toutes les grandes chansons de Chico Buarque, de Carlos Jobim, mais je pense qu'il a fallu que je parle portugais du Brésil, bien portugais du Brasil. Il a fallu que je parle cette langue pour que l'émotion saudade prenne son sens. C'est une sorte de mélancolie. Alors, le saudade, c'est un mélange de mélancolie, de nostalgie et de joie. C'est ce petit mélange-là. On m'en avait parlé, je le savais, mais il fallait que je l'expérimente en voyant d'autres personnes, en l'occurrence des Brésiliens, expérimenter cette saudade pour que mon corps se mette, via un système de neurones miroirs, on en reparlera peut-être un jour, dans cette position corporelle et émotionnelle pour que je ressente cette émotion. Et par là, que je comprenne la musique brésilienne. Et ça a été un choc incroyable. Mais ça a été un choc, outre de ressentir le saudade,
mais ça a aussi été un choc de me dire, waouh, en fait, il faut connaître le mot de l'émotion pour ressentir l'émotion. C'est très complexe. De la même manière que je pense que mon lien avec la musique slave s'est révélé quand j'ai commencé à lire le cyrillique et à comprendre les structures grammaticales slaves, parce que d'un seul coup, je fais d'accord, je comprends donc aussi la formation musicale des Prokofiev et Shostakovich. Bien sûr que je peux diriger du Prokofiev sans parler russe. Bien sûr que je peux faire de la bossa sans parler brésilien. Mais l'influence culturelle va, via le langage et là, des années d'expérience, va conditionner la capacité qu'a le cerveau de se brancher sur une image. Et quand je parle d'image, je parle d'image neuronale, là encore, pas d'image visuelle précise. C'est absolument fascinant. Il y a un terme aussi, tu avais fait une vidéo sur ton Instagram, Oui. Ce terme allemand, j'aimerais bien que tu me le Schadenfreude. rappelles. Ça, je trouve ça fascinant. Schadenfreude, c'est le plaisir que l'on a dans le malheur d'autrui. Et ça, c'est quelque chose qu'on expérimente quand on voit quelqu'un glisser sur une peau de banane. Bon, bah, il y a un petit côté où on rigole par surprise avant de dire juste, j'espère qu'il s'est pas cassé la jambe. Ça dépend des gens. Mais les Allemands ont un mot pour ça, Schadenfreude. Et en fait, quand tu as un mot pour quelque chose, eh bien, cette notion abstraite devient facilement accessible. Parce Concrète, que le schéma, finalement, cette elle devient concrète. quelque L'abstraction devient concrète et c'est exactement pareil pour un accord musical. C'est exactement pareil pour une nouvelle forme d'art. On parlait dans l'émission précédente de l'art conceptuel. J'ose espérer que depuis la dernière fois, des gens qui nous écoutent sont allés voir une galerie d'art contemporaine et ça a ouvert quelque chose uniquement parce qu'on en a parlé. J'y crois profondément. Il suffit d'ouvrir les écoutilles sur le monde pour être prêt à comprendre de nouvelles choses et donc à ressentir de nouvelles choses. Où sont devenus artistes? Waouh, ouais, en 2 semaines. Ok, allons-y. Ah ben, c'est totalement faisable. Je veux voir les œuvres en commentaire. Voilà, publiez-les, on sera là. Alors là, voilà, là, tu as parlé d'une spécificité, donc cette musique brésilienne, la saudade, j'ai pas l'accent, je m'en excuse. Mais il y a aussi des musiques, là, tu jouais Mozart tout à l'heure, qui provoquent des émotions universelles. Et alors là, qu'est-ce que ça vient titiller dans notre cerveau? On aurait tous une même émotion face à la joie, à la tristesse, des choses qu'on partage tous à travers le monde entier. J'aurais dit, il y a quelques années, non, c'est absolument culturel et uniquement, et puis tu le sais, on en a déjà parlé, l'importance que j'apporte à l'acquis plus que l'inné. Et bien pourtant, il y a ce chercheur, Fritz, qui a fait une étude dans le monde entier en faisant écouter le Requiem de Mozart, dont à des gens qui n'ont pas du tout de connaissance de Mozart, qui n'ont pas la Par culture... exemple, des peuples autochtones Exactement, ou des choses comme ça. qui n'ont pas la culture de la musique occidentale. Eh bien, il semblerait que le Requiem de Mozart soit universel, dans le sens, il semble que faire écouter cette musique vient faire ressentir des émotions similaires chez chacun. Ça rejoint finalement les travaux d'Arthur Koestler ou de Paul Ekman, qui sembleraient dire que le corps humain, l'espèce humaine, a en commun ses émotions principales. Donc ce seraient des émotions primitives? Comment dire ça? Ce seraient des choses inscrites... On pourrait dire des émotions archaïques, c'est-à-dire en fait des choses qui sont communes à nous tous, indépendamment de la culture, qui sont des réactions face au monde. De manière archaïque, on va avoir des phobies, comme celle des serpents ou des araignées, qui sont inscrites dans notre instinct Ça, c'est pas primate. le fait qu'on ait grandi toujours en disant le serpent il est méchant, l'araignée il faut s'en méfier. A priori, non, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas peur de l'araignée ou du serpent si, justement, on nous a appris à ne pas en avoir peur. Mais de base, D'accord. la poule n'a absolument pas peur du serpent. Nous, si. On a tous un instinct différent. Nous ne sommes pas des poules. On va avoir des choses qui sont inscrites. Eh bien, il semblerait que le regard, le mot est mal choisi, la réception sensorielle à de l'ordre est du beau de manière universelle. C'est absolument dingue comme postulat, parce qu'on n'en est pas complètement sûr. C'est Georges Seurat, le pointilliste, qui disait que l'important, c'est l'ordre avant le beau. Et en fait, il avait raison.
Encore une belle conclusion de Samuel Séné. Merci beaucoup. C'est toujours extrêmement intéressant. C'est un plaisir de t'écouter. On aimerait que ça dure encore. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on rallonge ces épisodes de La musique et le reste, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme ça, on y réfléchira. En tout cas, vous nous retrouverez dans 2 semaines avec un nouveau sujet, du contenu. Vous en aurez encore en vous abonnant au compte TikTok et au compte Instagram de Samuel Séné. Et bien sûr, on n'oublie pas de partager la musique et le reste. Si vous aimez cette émission, eh bien, parlez-en autour de vous. C'est avec vous qu'on pourra avancer et continuer à produire et continuer à eh bien, vous donner des sujets dans lesquels on se plonge avec bonheur. Donc, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines sur YouTube, mais également en podcast sur vos plateformes d'écoute. Salut!